Alors que les ETF, mais aussi de plus en plus de sociétés et même des pays achètent du Bitcoin à tour de bras depuis quelques semaines, as-tu une idée de qui en détient le plus? Est-ce que le fait que ces grosses institutions possèdent maintenant un pourcentage considérable de la total supply du Bitcoin menace son existence? Eh bien, je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le lundi 19 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est bien rouge aujourd'hui, que ce soit en daily ou en weekly. Sur la semaine dernière, on est bien dans le rouge également. Mais c'est normal avec la belle extension qu'on a eue ces derniers temps. Il était normal de corriger un petit peu, je vous l'avais annoncé, on peut pas continuer à monter en ligne droite comme ça, c'est normal que le marché respire un petit peu, il n'y a rien d'affolant, en tout cas pas sur le Bitcoin. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure en analyse technique. Au niveau du Crypto Fear and Greed Index, on est toujours dans la cupidité à 71, hier on était à 66, donc on est même monté. Parce qu'effectivement, on a eu une belle poussée du Bitcoin dimanche, une petite correction, puis une belle poussée ce matin, enfin pendant la nuit. La session asiatique a poussé le Bitcoin à 107 000 $ avant de le refaire descendre à 102 000 peu de temps après. Pour l'instant, l'indice n'est pas à jour, il tient en compte la performance d'hier. Demain, je pense qu'on va redescendre un petit peu. Et alors, on commence tout de suite les news avec, vous savez, ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, la tentative d'enlèvement sur la fille du créateur de Paymium, un exchange crypto. Donc, suite à ça, le gouvernement a fait des annonces pour rassurer les entrepreneurs en France. Alors, on va aller dans le détail parce que c'est quand même assez drôle. La première mesure, c'est qu'il y aura une collaboration renforcée avec les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, un accès prioritaire au numéro d'appel d'urgence 17, ainsi qu'une consultation de sûreté du domicile des acteurs et de leurs proches. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura une patrouille qui va venir pour regarder l'installation de votre sécurité à la maison. Ils vont venir une fois, c'est pas des rondes. Il faut juste venir vous dire si votre maison est sécurisée ou pas. Et peut-être comment effectivement améliorer ça. Il y aura un briefing sécurité assuré par le GIGN, le RAID ou la BRI au profit des acteurs les plus concernés et de leurs familles. Donc si tu es un petit poisson dans le monde crypto, même si tu as du pognon, mais que tu n'es pas un gros, tu n'es pas concerné. Il y aura également la mise en place d'un double point de contact avec le numéro 17 et le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. Et enfin, il y aura une formation des forces de l'ordre à la lutte contre le blanchiment des cryptoactifs par le centre de formation cyber du ministère de l'Intérieur et l'Académie de police. Partie de ces mesures aura une application immédiate. Le ministre promet également que toute la lumière sera faite sur ces différentes affaires et leurs auteurs seront traduits devant la justice. Bon, concrètement, ça nous fait une belle jambe. Ils vont former les forces de police. Oui, super. Mais former à quoi? À la délinquance cyber? Bon, ça va pas protéger les gens chez eux. Il n'y aura pas de nouvelles patrouilles. Il n'y aura pas de rondes. Il n'y aura pas d'investissement. Il n'y aura pas de création de nouvelles unités. Rien du tout. Et ça, c'est un gros problème parce que on le voit de plus en plus, les entrepreneurs, que ce soit dans la crypto ou autre, et dès qu'ils réussissent, dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, en France, c'est tabou. On peut pas gagner de l'argent, c'est trop grave, c'est péché. Et donc, pour se protéger, la plupart des entrepreneurs fuient la France. C'est dommage parce que la France, c'est un beau pays. Mais l'insécurité aujourd'hui est telle, le système judiciaire est tellement peu dissuasif, les peines sont tellement ridicules, que ça encourage pas les malfaiteurs à arrêter. Au contraire, ils sont en toute impunité. Donc voilà, on a 3 enlèvements en 2 mois, des mecs qui se font couper les doigts. Et qu'est-ce qu'on fait? Pas grand-chose. Après, on s'étonne de la fuite des cerveaux et des richesses. Alors, news suivante, on a JP Morgan qui déclare que le Bitcoin surpassera l'or au second semestre, porté par les achats d'entreprises et l'adoption par les États américains. Alors, pour vous donner le contexte, JP Morgan, c'est une grande banque d'investissement qui fait une prévision sur le Bitcoin, la principale crypto-monnaie, en la comparant à l'or, un actif refuge traditionnel. Selon eux, le Bitcoin devrait avoir de meilleures performances en termes de valeur ou de popularité que l'or durant la deuxième moitié de l'année. Pourquoi? Parce que de plus en plus de sociétés, comme Tesla ou MicroStrategy par le passé, investissent dans le Bitcoin comme réserve de valeur ou actif stratégique, ce qui augmente la demande et soutient son prix. Également, on a certains États des États-Unis qui pourraient commencer à intégrer le Bitcoin dans leur politique financière, c'est déjà le cas. Par exemple, en l'acceptant pour des paiements ou en l'incluant dans leurs réserves, cela renforcerait sa légitimité et son utilisation. Cette prévision suggère que le Bitcoin gagne en crédibilité face à l'or, souvent vu comme une protection contre l'inflation ou les crises économiques. Une telle adoption institutionnelle pourrait enchaîner une hausse significative de son prix et une reconnaissance accrue. Bon, et puis JP Morgan ne sont pas les seuls à croire au Bitcoin. On a une baleine là qui vient d'ouvrir une position de 390 millions de $. En levier 40. Donc à un prix d'entrée de 103 000 $, cette baleine a mis 10 millions de $ sur la table. En levier 40, ça fait une position de 400 millions de $ et elle a parié à la hausse. Alors on voit que le prix est monté à 105 439. À ce moment-là, son profit non réalisé, c'est-à-dire le profit latent, était de 8 millions de $. Je ne sais pas si la position est déjà clôturée ou pas, parce que là on est descendu, on doit être à 102 000 $ à l'heure où je vous parle, mais son prix de liquidation est à 94 000, donc je pense qu'il a du collate derrière. Bon, dans tous les cas, pour mettre 10 millions sur la table et donc une position totale de 400 millions, faut vraiment croire à la hausse du Bitcoin prochaine. Alors news suivante, on a Vitalik Buterin qui s'entretient avec des développeurs chinois pour discuter du développement futur d'Ethereum. Alors pour rappel, Vitalik Buterin c'est le cofondateur d'Ethereum. Alors cette initiative montre l'engagement de Buterin à maintenir Ethereum comme leader dans l'espace blockchain,
notamment pour la DeFi, et la collaboration avec la Chine, malgré son cadre réglementaire complexe, pourrait signaler des opportunités pour contourner les restrictions, par exemple via des projets décentralisés ou offshore, ou influencer les politiques futures. Dans tous les cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto parce que les États-Unis et la Chine se sont lancés dans une espèce de course à la crypto, et ce sont évidemment ceux qui vont nouer le plus de connexions qui auront le plus d'avance. Vitalik Buterin, on peut dire ce qu'on veut, c'est un mec super intelligent, il a créé Ethereum, et c'est bien que le gouvernement chinois s'en rapproche. Alors, news suivante. C'est juste un petit fait comme ça, rigolo. Un bitcoin vaut maintenant 1 kg d'or, soit 102,9 000 $. Qui l'eût cru, il y a quelques années, ça valait quelques centimes. Et là, on y est. Le prix du bitcoin dépasse le kilo d'or. Enfin, il égalise pour l'instant. Mais ce matin, il était à 107 000, donc il surpassait. Et alors, dernière news en rapport avec la miniature. Je vous montre ce petit tableau que je vous avais déjà montré dans le passé, mais qui a été mis à jour depuis. Là, il est mis à jour au 12 mai. Et ça nous montre en fait la répartition totale des 21 millions de bitcoins qui existeront dans le monde. Parce que comme vous le savez, il ne pourra jamais y en avoir plus que 21 millions, c'est dans son code. Et dans la vidéo de la semaine dernière, je vous expliquais qu'il y avait une belle transition qui était en train d'être faite entre les individuals, donc c'est-à-dire les particuliers, vers les institutions, c'est-à-dire que les particuliers revendent du bitcoin qui sont rachetés par les institutions, qu'il fallait quand même faire attention à ce que les institutions ne prennent pas trop de place dans cette répartition, justement pour pas non plus trop pouvoir contrôler le prix du bitcoin. Sauf que quand on regarde cette petite infographie, on comprend tout de suite qu'on a encore de la marge. Si on commence par la gauche, on a Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, qui détient 4,6% de sa supply, donc presque 1 million de Bitcoin. Ensuite, on a d'autres entités, les États qui ont fait banqueroute, les contrats sur la DeFi, ça représente 1,3%. Ensuite, on a 14,32 millions de Bitcoin, donc 68,2% de la supply qui sont détenus par des particuliers. Donc on reste quand même encore ultra majoritaire. Ensuite, on a les business, donc les sociétés qui détiennent 5,1% de la supply, un peu plus d'1 million de Bitcoin, sachant qu'on a Strategy B qui en détient plus de la moitié. Et ensuite, on a les fonds et les ETF qui en détiennent 6,4%, donc 1,34 million de Bitcoin, et les gouvernements qui en détiennent 316 000, donc 1,5% de la supply. Alors, il me semblait que c'était un peu plus élevé parce que les États-Unis devaient en détenir 200 000, la Chine 150 000, donc rien que là, on est à 350 000. Bon, peut-être que mes chiffres sont pas bons, à revoir un petit peu à la baisse, mais bon, les gouvernements en détiennent aujourd'hui 1,5%. Et enfin, il reste 5,4%, donc 1,14 million de Bitcoin à miner. Il est prévu que les derniers blocs de Bitcoin seront minés en 2140. On a encore le temps. Mais bon, vous voyez, avec 68,2% de la supply détenue par les individus, donc les particuliers, même si effectivement les fonds, les ETF, les sociétés peuvent faire bouger le prix du Bitcoin, influer sur le prix du Bitcoin, c'est pas pour autant qu'ils pourront complètement le contrôler. Les particuliers restent pour l'instant encore ultra majoritaires. Et c'est plutôt bien parce que c'est pas bon non plus que tout soit centralisé. Là, dans les particuliers, c'est réparti parmi des millions de personnes. Si c'était une entité qui détenait 68%, oui, là, ça serait compliqué. Parce qu'il pourrait faire la pluie et le beau temps sur le Bitcoin. Heureusement, ce n'est pas le cas. Et alors, on termine les news avec la mise à jour des ETF Bitcoin et Ethereum sur la semaine dernière. Alors d'abord, sur la journée de vendredi, on a eu 260 millions qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin, 22 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Ethereum. Et donc, on clôture la semaine à plus 608 millions de dollars sur les ETF Bitcoin et plus 41,8 millions de dollars sur les ETF Ethereum. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, rien du tout. Cette semaine, les annonces commencent à partir de mercredi. Mercredi, on aura le stock de pétrole brut. Jeudi, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage et PMI manufacturier, PMI service, la vente de logements existants. Et vendredi, on aura la vente des logements neufs. Bon, c'est des annonces, certes, elles sont flaguées 3 étoiles, mais ça fait pas beaucoup bouger le marché, quoi. Il n'y a pas de FOMC, il n'y a pas de discours de Powell, il n'y a pas de CPI, il n'y a pas de PCE. Bon, la semaine devrait être assez calme, bien que j'anticipe quand même une certaine correction. Enfin, on va parler tout de suite en analyse technique. Alors, quand on regarde la liquidation heatmap, on voit que quand même, ce week-end, ça a pas trop mal bougé. Enfin, pas pour samedi, mais en tout cas dimanche, vous voyez, on est bien monté là sur les quasiment 106 000 $. On s'est arrêté juste sur les liquidations, on n'avait pas assez de force pour aller les dépasser. On a corrigé et pendant la nuit, la session asiatique a tout poussé, a tout raclé jusqu'à 107 000 $ pour finalement redescendre. On appelle ça les portes de saloon. On a raclé en haut, on a raclé en bas. Et quand on regarde le Bitcoin en daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On voit effectivement qu'on est venu tâter la zone de résistance. On est venu en fait prendre les plus hauts qui étaient juste là, sur les 107 000 $, à peine pris, et on s'est fait rejeter violemment. On est redescendu quasiment à 102 000 $. Là, on est en train de remonter un petit peu, mais selon moi, il y a des chances qu'on vienne retravailler un petit peu cette zone-là d'imbalance. Un beau fair value gap en daily. Donc ça m'étonnerait pas qu'on continue de descendre sur cette semaine. Mais pour l'instant, on est plutôt en train de suivre le scénario, vous voyez, même s'il faudrait que je décale un petit peu cette correction, qu'elle soit plutôt par là. Moi, je pense que effectivement, on va consolider tranquillement. Il faut respirer, quoi. Hein. Vous voyez la montée qu'on a eue là en un mois. On a repris 40%, c'est énorme. On peut pas continuer à monter en ligne droite comme ça, quoi. Enfin, à voir. Pour l'instant, toutes les news sont bullish. Les étoiles sont plutôt bien alignées. Donc, surfons la vague. Et Ethereum, quant à Ethereum, bah écoutez, il s'est fait bien rejeter sur sa zone de résistance. Hein. On a à peine rentré, pouf, on s'est fait bien repousser. Il est moins fort que Bitcoin, ça se voit clairement.
Après, faut pas oublier que lui, depuis son plus bas là, du 9 avril, il a fait quasiment à 100%, hein, x2. Donc qui corrige un petit peu, ouais, bon, c'est pas dramatique tant qu'on reste dans son range de compression. On est rentré, on a bien réintégré. Cette zone de résistance là maintenant devient une zone de support, je vais la tracer tout à l'heure. Donc si on vient retravailler un petit peu cette zone là pour ensuite repartir, bon, il n'y a rien d'affolant. Le ratio Ethereum-Bitcoin, bah pareil, hein, il a exactement la même tête que l'Ethereum. Il a bien poussé, il a bien repris des couleurs face au Bitcoin. Mais là, le Bitcoin, dans la chute, se montre plus solide. L'Ethereum chute plus fort. Donc forcément, le ratio Ethereum-Bitcoin chute. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Prédiction sur la Bitcoin dominance. Eh ben, elle remonte. Logique. Si l'Ethereum perd de la force face au Bitcoin, vu que l'Ethereum représente le deuxième market cap du marché crypto, bah si Ethereum devient plus faible face au Bitcoin, la dominance du Bitcoin s'accentue. Surtout que l'Ethereum n'est pas la seule halte à prendre cher. On l'a vu tout à l'heure dans les crypto bubbles. Et alors ça y est, j'ai enfin tourné ma grosse vidéo là sur comment et pourquoi investir en crypto-monnaie en 2025. Je suis en train de la monter, ça me donne beaucoup de boulot parce que je suis pas monteur à la base, mais j'essaie de vous faire un truc propre. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je suis en train de me motiver là, mais je vous avoue que j'arrive sur des points techniques un peu compliqués pour moi, mais je me forme et j'essaie de la sortir rapidement. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!